Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui parle. Dans cet épisode, nous allons discuter de 3 sujets très importants. Naviguer le dilemme de la Chine en Europe, comment le sommet des BRICS pourrait remodeler la stratégie de l'UE pour le Sud mondial. L'attraction magnétique des BRICS, pourquoi cela gagne en popularité, malgré l'absence d'appartenance à l'UE ou à l'OTAN. Un mouvement diplomatique puissant, Biden se rend en Inde avant le G20, laissant 11 et Poutine sur la touche. Sujet numéro 1. Le récent sommet des BRICS a souligné les aspirations des pays en développement à renforcer leur position dans l'économie mondiale en diversifiant leurs partenariats et en réduisant leur dépendance envers les puissances occidentales. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a souligné l'importance de transformer les matières premières en Afrique plutôt que de les exporter à l'état naturel. Cette volonté de monter dans les chaînes de valeur mondiales reflète une tendance plus générale parmi les nations en développement. La Chine s'est positionnée comme un partenaire plus attractif pour les pays en développement par rapport aux anciennes puissances coloniales, offrant des opportunités de financement et de coopération. Ce choix stratégique de la Chine a des implications géopolitiques et, bien qu'il ne favorise pas toujours le développement local, il suscite l'intérêt des élites politiques en Afrique, en Amérique latine et en Asie. En revanche, les pays européens ont mis du temps à réagir à l'initiative Belt and Road de la Chine. La porte d'entrée mondiale de l'Union européenne manque de planification stratégique et de ressources adéquates, ce qui a entravé sa capacité à rivaliser efficacement. De plus, les mesures mises en œuvre par l'UE, telles que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ont créé des tensions, comme en témoigne la critique du président brésilien envers le néocolonialisme vert. La Chine a élargi son champ d'action au-delà du financement des infrastructures pour englober des formes plus larges de coopération grâce à des initiatives telles que l'initiative globale pour le développement. Cela comprend des investissements dans la recherche conjointe, des projets de démonstration et le développement des compétences, attirant des personnes talentueuses des pays en développement pour étudier dans les universités chinoises. En comparaison, les promesses de coopération de l'UE avec le Sud mondial dans le développement industriel, les matières premières critiques et les projets énergétiques ont mis trop de temps à se concrétiser. Les investisseurs chinois ont montré un fort intérêt pour les plans de l'Afrique du Sud visant à stimuler la technologie des énergies renouvelables et l'électrification des transports, tandis que le soutien européen à l'écosystème d'innovation verte du pays et à la certification locale des technologies vertes a été lent. Des situations similaires existent dans d'autres régions du Sud mondial et dans des domaines tels que la numérisation. Pour rester pertinente dans l'ordre mondial émerge, l'UE et ses États membres doivent intensifier leurs efforts. Les recommandations formulées par le Conseil européen des relations étrangères incluent une meilleure aide pour le développement conjoint de technologies vertes et de solutions numériques grâce à la création d'un fonds d'innovation et de diffusion de technologies vertes de l'UE. De plus, l'examen à mi-parcours du programme Horizon Europe devrait inclure une coopération plus renforcée dans la recherche avec le Sud mondial. Encourager une collaboration plus étroite entre les instituts de recherche européens et les écosystèmes d'innovation dans les pays en développement, ainsi qu'accroître les partenariats entre les institutions, peut aider à renforcer les capacités. L'expansion des programmes d'échange d'étudiants et le soutien au développement des compétences contribueraient également à une croissance mutuelle. Il est important de noter que la coopération entre le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et de nouveaux membres potentiels comme l'Indonésie dans le cadre des BRICS ne vise pas à s'aligner sur la Chine dans une lutte géopolitique, mais plutôt à faire avancer leur propre développement économique dans des conditions équitables. L'engagement de l'Europe en faveur d'un véritable développement conjoint avec le Sud mondial lui permettrait de sécuriser une position pertinente dans le paysage mondial en évolution. Quels sont vos avis sur ce sujet? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Le deuxième sujet. L'attrait magnétique des BRICS, pourquoi cela gagne en popularité malgré ne pas être l'UE ou l'OTAN? Le sommet des BRICS, impliquant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a commencé avec des discussions sur de nouveaux pays membres potentiels. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé à une approche inclusive et ouverte, tandis que son homologue chinois, Xi Jinping, a souligné que l'expansion amplifierait la voix des pays en développement. Bien que la création d'une monnaie de réserve commune ait pris une priorité moindre, l'accent est maintenant mis sur l'augmentation des échanges dans les monnaies locales pour réduire la dépendance au dollar américain. Le sommet de cette année a suscité un intérêt considérable, puisque plus de 30 dirigeants africains ont été invités, et de nombreux pays, tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, le Nigeria, l'Argentine, l'Égypte et l'Indonésie, ont exprimé leur intérêt pour rejoindre une alliance élargie des BRICS. Cependant, avant le sommet, il y a eu une cacophonie de critiques de diverses parties. Certains soutiennent que l'Inde et la Chine ont trop de problèmes non résolus pour faire des BRICS une alliance significative.
De plus, les détracteurs affirment que le bloc est rempli de tensions et n'a pas répondu aux attentes. Néanmoins, il est légitime de se demander pourquoi les critiques occidentaux investissent autant d'énergie à critiquer une organisation qu'ils ne considèrent pas comme importante. Peut-être est-ce de l'optimisme, car les BRIC+ représenteraient une part notable du Sud global. Pourtant, il pourrait être considéré comme une erreur de catégorie de comparer les BRIC+ à des organisations comme l'UE ou l'OTAN, car elles ont des buts différents. L'UE, par exemple, fait face à des défis liés au déficit démocratique et aux tensions entre ceux qui plaident en faveur d'une intégration plus poussée et les États qui cherchent à préserver leur souveraineté. De même, des arguments ont été avancés selon lesquels l'existence de l'OTAN n'est plus nécessaire après la guerre froide. Par conséquent, il est important de reconnaître que les BRIC+ ne cherchent pas à être un contrepoint ou un antagoniste du G7, du G20 ou des États-Unis. Au contraire, ils aspirent à s'organiser et représentent les intérêts collectifs des économies de marché émergentes et des pays en développement, tout en visant à contribuer à la paix mondiale et à la prospérité. Les critiques ont également qualifié les BRIC de simples groupes de discussion sans résultat concret. Cependant, les conférences servent souvent à favoriser la compréhension mutuelle, les échanges de connaissances et à promouvoir les liens entre les personnes. Bien que ces résultats soient précieux en eux-mêmes, il est inexact de prétendre que les sommets des BRIC ne produisent rien. En réalité, ils ont abouti à des plans de travail, à des priorités convenues, à des stratégies, à des feuilles de route et à de nombreux accords commerciaux et économiques. De plus, la création de la Banque de développement des BRIC, dont le siège est à Shanghai, démontre le progrès tangible réalisé. Depuis l'introduction du concept des BRIC il y a plus de 2 décennies, leur part du PIB mondial est passée de 8% à 26%, ce qui témoigne de leur pertinence et de leur influence croissante. À l'avenir, les BRIC devraient continuer à se concentrer sur les affaires, le commerce, l'investissement et le développement, tout en laissant les questions politiques à d'autres forums. Le renforcement des cadres institutionnels devrait être une priorité, et bien que le groupe puisse s'intégrer si nécessaire, il convient de maintenir sa flexibilité et son caractère informel. Les critiques qui demandent des structures rigides dans les organisations internationales peuvent trouver que le modèle des BRIC est déconcertant, mais l'attrait de l'organisation pour de nouveaux membres potentiels soulève des questions sur l'efficacité de leurs demandes. En conclusion, le sommet des BRIC représente une opportunité de dialogue et de collaboration entre les économies émergentes et les pays en développement. Le désir d'expansion démontre l'attrait et le potentiel que le groupe détient. Bien que des doutes sur l'avenir et l'efficacité de l'organisation aient été soulevés par les critiques, il est essentiel d'analyser les BRIC dans leur propre contexte et objectif. À mesure que le sommet progresse, il est important que le public considère les avantages et les inconvénients potentiels des BRIC et partage son opinion sur le sujet. Sujet numéro 3. Une manœuvre diplomatique audacieuse, Biden se rend en Inde avant le G20, laissant 11 et Poutine sur la touche. Le président américain Joe Biden prévoit de visiter New Delhi, en Inde, 2 jours avant le sommet du G20, alors que les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont décidé de ne pas y assister. L'arrivée anticipée de Biden vise à tenir une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi pour renforcer les liens entre les deux nations. La Maison-Blanche a récemment annoncé que Biden se rendra en Inde le 7 septembre pour participer au sommet des dirigeants du G20, prévu les 9 et 10 septembre. Le 8 septembre, il devrait engager des discussions avec le Premier ministre Modi, couvrant divers sujets, y compris les répercussions économiques et sociales de la guerre en Ukraine, lancée par Poutine. Lors de sa visite à New Delhi, Biden rendra également hommage au rôle du Premier ministre Modi dans la direction du G20 et réaffirmera l'engagement des États-Unis envers ce forum en tant que plateforme de premier plan pour la coopération économique, les États-Unis accueillant l'événement en 2026. La déclaration de la Maison-Blanche est intervenue peu de temps après que Poutine ait qualifié 11 d'amis lors d'une allocution télévisée et a exprimé son intention de se rendre à Beijing à l'avenir, renforçant ainsi davantage leurs liens. Pendant ce temps, Poutine avait déjà refusé d'assister au sommet du G20 en raison de son emploi du temps chargé, comme il l'a expliqué lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre Modi. De même, des rapports indiquent que 11 ne participera pas au sommet, le Premier ministre chinois Li Qiang devant probablement représenter Beijing à sa place. Récemment, la Chine est devenue un allié crucial pour la Russie dans le cadre du conflit en cours en Ukraine. Le gouvernement chinois s'est abstenu de blâmer Moscou, préférant critiquer les nations occidentales pour avoir imposé des sanctions à la Russie et profiter de la guerre. Il est évident que le sommet du G20 se déroulera sans la présence de dirigeants clés, ce qui soulève des questions sur l'importance et l'efficacité de la réunion. Ce développement met également en évidence les dynamiques changeantes entre les nations influentes et leurs alliances.
l'absence de Poutine et de 11 pourrait influencer les discussions sur des questions mondiales cruciales, telles que le changement climatique, la reprise économique mondiale et la gestion des conflits internationaux. Il reste à voir comment cette participation modifiée influencera le résultat et l'efficacité du sommet. Étant donné le paysage géopolitique complexe et les perspectives diverses sur les problèmes, il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert et constructif entre les citoyens du monde. Il serait intéressant d'entendre les opinions du public sur la question et leurs réflexions concernant l'importance et les résultats potentiels du sommet du G20. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous.